J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs pour une situation politique absolument incroyable, invraisemblable du jamais vu. Les meilleurs spécialistes sont réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les malheurs de nos candidats dans cette campagne express Blitzkrieg. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Cette semaine, bien sûr, 10 jours après le coup de tonnerre, le coup de bluff, le coup de poker, on ne sait pas, de la dissolution. Coup de folie, vous avez pas envie d'essayer annoncé par Emmanuel Macron. À 10 jours du premier tour des législatives anticipées, on va évidemment consacrer toute cette édition spéciale à la campagne qui a démarré lundi, le RN, Rassemblement National, qui poursuit sur sa dynamique ou pas, la gauche qui s'est réunie contre toute attente mais qui connaît évidemment tout de même, comme d'habitude ici et là, des dissensions, et la Macronie qui est partie au combat mais déjà sonnée par l'annonce présidentielle, la perspective d'une défaite d'ampleur. Coulisses, analyse, décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler, autour de la table, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui, à situation exceptionnelle, équipe exceptionnelle, j'ai envie de dire, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. J'espère qu'on me voit, je suis je fais le senpai, c'est le sensei. L'incontournable Françoise Degois, bien sûr, éditorialiste politique communicante. Bonsoir Françoise. Salut. Et last but not least, et au téléphone, l'incontournable, l'indispensable Émilie Zapalski, éditorialiste communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez maintenant, hein, avec le temps, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher tout, nous raconter. Je compte sur vous Françoise, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas fort, côté moral pour la Macronie, 10 jours après le coup de poker, voire le saut à l'élastique sans élastique du chef de l'État, qui a annoncé la dissolution. On n'a pas le sentiment que la majorité actuelle, du moins pour quelques jours encore, parte au combat, la fleur au fusil. Frédéric Dabi, je me tourne vers vous, spécialiste de l'opinion, une première analyse de ce que pensent les Français au sujet d'abord de cette dissolution, et puis du fait qu'ils pourraient voter oui ou non pour des candidats issus de la majorité sortante. Oui, alors les Français n'ont toujours pas compris les tenants et les aboutissants de cette dissolution, parce que pour les Français, des messages très clairs ont été envoyés le 9 juin aux élections européennes. Une participation forte, une sanction de la majorité présidentielle, un RN en pôle opposition, un rééquilibrage à gauche entre la gauche social-démocrate de Guzman et la gauche plus radicale Manon Aubry. Et c'est vrai que en 97, ça n'avait pas été si mauvais que ça pour Jacques Chirac au tout début de la campagne, parce que il y avait des éléments de compréhension sur la dissolution. Celle-ci est incomprise parce qu'elle est très proche d'un scrutin où les Français ont été extrêmement clairs. C'est-à-dire le coup de la respiration démocratique, entre guillemets, ça tient pas, puisqu'on sort à peine d'une campagne. Nous avons bien respiré le 9 juin. Il y a eu des Français qui ont voté plus qu'aux législatives de 2022, même s'il y a toujours une abstention forte. Donc, on a une opinion qui n'a pas encore compris, je dirais, et qui est très interrogative quant au choix présidentielle, même si c'est dans ses prérogatives de pouvoir dissoudre, et c'est la 6e dissolution de la 5e République, mais celle-là est complètement inédite. Celle de De Gaulle, c'était après des crises, celle de François Mitterrand, c'était après des victoires électorales, celle de Jacques Chirac, c'était pour prévenir une défaite, celle-ci, c'est après une déroute. On se dit les choses de manière extrêmement claire. Maintenant, ça reste entre nous. La question qui se pose pour la majorité, c'est une hypothèse stratégique. Est-ce que les Français vont être en cohérence avec leur vote des européennes et répliquer leur vote des européennes aux législatives? Et dans ce cadre-là, ces législatives ne seront qu'une réplique des européennes, mais une réplique, pour prendre l'image du sismique, ça peut être une réplique de très forte intensité ou de basse intensité. Est-ce que la participation, est-ce que l'implantation des sortants, est-ce que la tonalité de la campagne très dramatique, très dramatisante, va, je dirais, atténuer les choses. Mais pour l'instant, si je prends notre dernière enquête publiée IFOP pour LCI il y a 2 jours, on a une majorité qui est à 18%. Alors c'est beaucoup plus que Valérie Hayé, mais on compare avec les législatives de 2022 où c'était quasiment 24 ou 25%. Un Français sur 2 ou presque 46% dans le sondage IFOP fiducial pour LCI et TF1 et Le Figaro ont voulu voter aux européennes pour sanctionner Emmanuel Macron. Est-ce qu'en 3 semaines, d'un coup de baguette magique, ça va être atténué, voire effacé? Ça paraît difficile à comprendre, mais
on est dans cette période sur 2 mots, de l'inédit et de l'insensé, donc prudence absolue. C'est possible, Françoise de Groix, de renverser la tendance, et puis au-delà de ça, votre analyse sur le coup du président. Le coup et le coup COUT. Moi, j'entends toutes les récriminations morales. J'ai été la première à poser toutes les questions que pose Frédéric, que se pose tout le monde dès dimanche soir. En réalité, il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé dans notre pays depuis très longtemps, en tout cas de mémoire de journaliste, et je pense que vous, c'est pareil. Je n'ai jamais ressenti un pays qui a autant de souffrance. Et en fait, la réalité, c'est que si je devais donner une faute à Emmanuel Macron, ce serait une faute de générer autant de souffrance. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus dans une dispute républicaine qui est quand même notre sport favori. Nous sommes dans des chagrins. Il y a des chagrins qui s'expriment en France en ce moment. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point les chaînes de télé invitent de plus en plus de psychanalystes. Mais c'est pas simplement pour faire s'allonger la France sur le divan. C'est qu'il y a des chagrins. Vous avez les juifs de gauche de France qui sont plongés dans le chagrin. Et les juifs de droite aussi, dans le déchirement. Vous avez, comment dirais-je, les électeurs de droite qui sont plongés dans le chagrin. Vous avez les sociodémocrates, des gens comme moi, qui ont du chagrin parce qu'on a été obligé de faire des accords, parce que vous savez très bien que le combat contre l'extrême droite, c'est ce qui structure la gauche. C'est pas un combat folklorique, c'est pas un combat comme ça pour faire joli, c'est quelque chose de viscéral. Et d'ailleurs, le monsieur qui en a profité à 2 reprises, c'est Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Donc vous avez tous ces gens comme moi, on est des millions, à dire on a été obligé de faire une alliance parce qu'il n'y a rien de plus grave que le Rassemblement national. Donc ce maelstrom émotionnel, je lui en veux beaucoup, si vous voulez, d'avoir plongé ce pays dans ce maelstrom émotionnel. Deuxième point, je ne vais pas plus loin et je laisse Émilie qui est loin. Je vois bien la dynamique qu'il y a. La réalité, il y a une dynamique parce que la gauche a construit quelque chose. Là où le RN a continué sur sa lancée et où la majorité n'a rien fait. Contre toute attente, et même moi la première, pourtant nous sommes des grands connaisseurs et nous sommes même parfois à l'intérieur des machines. Moi-même, je ne pensais vraiment pas qu'on y arriverait. On va en parler tout à l'heure. Deuxième point. Dernier point. Est-ce que la question qui se pose, vraiment, et ça je le dis à Frédéric, peut-être Émilie, la seule question qui se pose pour moi, c'est que est-ce que les Français ont décidé de faire du RN l'outil de changement? Voilà. S'ils ont décidé de faire du RN l'outil de changement, eh bien, ce sera une vague, à mon avis, qui sera très difficile à arrêter. Je ne vois pas ça dans les sondages, je ne vois pas ce désir de faire du RN l'outil de changement. Alors, je reviens sur le chagrin, l'anxiété, la colère causée par l'opération dissolution. Vous êtes d'accord, Émilie Zapalski? Est-ce que s'il y a un climat un peu dépressif, comme le disent beaucoup de psychiatres aujourd'hui dans notre pays? Oui, et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec cette thèse de dépression, de stress, et on voit, il y a eu des sondages qui montraient en effet que les Français étaient beaucoup plus stressés, inquiets par rapport à cette situation, et je trouve que au-delà de la tactique politique d'Emmanuel Macron dans cette décision, c'est quand même pas très correct à quelques mois des Jeux Olympiques, des vacances, enfin on a l'impression que d'un coup on nous met en situation de tension, sans avoir aucune visibilité sur ce qui va se passer, manifestation ou pas, si jamais le RN passait. Les policiers même sont inquiets de savoir comment ils vont pouvoir en même temps gérer ces manifestations si elles ont lieu en même temps que les Jeux Olympiques. Enfin, ça met tout le monde dans un état complètement de stress. Donc oui, je trouve que c'est limite responsable de mettre les Français et toute la fonction publique dans cet état. On voit bien la tactique qui est demandée, mais je pense qu'il y a une erreur de jugement dans ce que propose Emmanuel Macron. C'est quoi la tactique? C'est moi ou le chaos, c'est ça? Voilà, je pense qu'il part du principe, Emmanuel Macron, que ce qui s'est passé aux élections européennes, c'était pas un vote d'adhésion pour le Rassemblement national. En gros, moi j'ai eu l'impression que dimanche 9 juin, il disait aux Français, écoutez, vous avez voulu voter le RN parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes contre moi, vous avez mal voté, je vous invite à revoter parce que si vous imaginez le RN au pouvoir, attention, ça va pas être la même chose, il n'y a pas les mêmes conséquences qu'aux élections européennes. Mais je pense qu'il se trompe parce que c'est pas forcément un vote d'adhésion, même si je ne sais pas répondre à la question qu'a posée Françoise, c'est-à-dire de se dire est-ce que les Français ont choisi le RN pour l'outil de changement, le parti qui va changer les choses sur l'état de la France. Je pense qu'il y a quand même une partie des Français qui votent Rassemblement national
pas forcément que pour les fondamentaux du Front National d'avant, migration, sécurité, tout ce qui est régalien, mais aussi parce qu'ils ont mis de l'espoir côté pouvoir d'achat pour ce parti qui répond à une partie de leurs préoccupations quotidiennes que ne sait pas servir Macron. Donc il me semble qu'il prend un risque énorme et c'est pas sûr que ce soit lui le rempart à cette extrême droite, comme il l'a joué et comme a dit Françoise Degois, 2 fois il a été élu grâce à ça, en étant le rempart à l'extrême droite. Il a donné une occasion rêvée à la gauche, dans l'urgence, de se réunir parce qu'il a trouvé le plus petit dénominateur commun de la gauche pour se rassembler, c'est la lutte contre l'extrême droite. C'est le plus grand dénominateur commun, Émilie, c'est pas le plus petit. Le plus grand. Vous êtes d'accord, Frédéric Dabi, vote d'adhésion désormais pour le RN? Moi, j'entends ce que dit Émilie, et effectivement, elle parle d'or. Le vote d'adhésion, on l'a vu grandir d'ailleurs, on l'a vu ensemble dans des enquêtes radioscopie du vote RN pour une fois fiduciale pour le JDD et Sud Radio. On a vu la dernière livraison en juin 2023, on avait une mémoire 40% des Français hors contexte électoral, en juin 2023, qui déclaraient avoir voté au moins une fois pour le RN par adhésion. Le vote tribunicien, le vote de colère existe bien sûr, mais je pense que de plus en plus on est sur un vote d'adhésion. Et sur les enjeux dont parle Émilie, on avait déjà vu à l'élection présidentielle que pour la première fois pour l'histoire d'un candidat ou d'une candidate FNRN au scrutin à la magistrature suprême, que la première motivation de vote des électeurs Marine Le Pen premier tour, c'était pas l'immigration, c'était le pouvoir d'achat, puis l'insécurité, puis après l'immigration. Et comme par hasard, quand on a vu la tonalité de la campagne, les motivations de vote, premier enjeu, le pouvoir d'achat. Deuxième enjeu, l'immigration. D'ailleurs, on est tous passés très vite. Jamais l'immigration avait été aussi haut dans la hiérarchie des motivations de vote. Puis l'insécurité, puis santé, éducation. Et le vote RN, bien sûr, le carburant, ça reste le diptyque immigration-insécurité par rapport auquel les Français maintenant font un lien majoritaire automatique. Mais c'est maintenant des thématiques sociales. Et ça explique aussi que ce vote Bardella, avec en plus l'incarnation Bardella, ait été si élevé. Alors, dans ce contexte pour le moins heurté, Emmanuel Macron, il y croit, ou du moins il fait comme si, et il est bien le seul. Selon le Parisien, il appelle tous les députés de la majorité qui repartent au combat. Et hier, à l'île de Sein, à l'occasion de la commémoration du 18 juin, il a été interpellé par des Français qui lui reprochaient d'avoir créé le chaos, je cite, avec cette dissolution. Et voilà ce qu'il a répondu, on l'écoute. La solution que j'ai prise, c'est la plus lourde, la plus grave. La moins mauvaise. Mais c'est la plus responsable, c'est la moins mauvaise. Et oui, je pense que Monsieur le maire a raison. Je ne dis pas que, vous savez, dans ces moments-là, il n'y a par définition, il n'y a pas de miracle. Mais changer de Premier ministre et de gouvernement, c'était une solution de facilité pour un président. Dire je vais faire un référendum pour me relégitimer, c'était un sujet. Il fallait que le peuple puisse décider. Et moi j'ai confiance dans l'intelligence. Quel est le choix là? Quel est le choix? Dites-moi. Mais la majorité ou les gens républicains? Non mais la majorité présidentielle ou les gens qui sont républicains qui peuvent travailler avec. Enfin pardon. Mais on ne peut pas avoir peur de voter. N'ayez pas peur, il se prend un peu pour Jean-Paul II, le président. Ça se défend ou pas? Je suis extrêmement sévère avec J'en ai marre de son numéro, en sachant que Emmanuel Macron est sur l'île de Sein. Et puis après, il va aller sur Bréa, il va dire l'inverse 2 heures plus tard. Et puis ensuite, il va aller dans le Morbihan. Et puis il va atterrir dans le Cher. Il dira encore une 4e version différente de celle du matin. Cet homme devient insupportable. D'ailleurs, la réalité, c'est que les gens ne le supportent plus. Je pense que Françoise, pour les gens, il n'est pas insupportable. Il est de plus en plus insaisissable. Insaisissable, probablement. Voilà, je pense que le mot est beaucoup plus juste. La réalité, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas passé la bonne partie du discours. Elle est bonne, cette partie. Mais la pire partie, c'est quand Emmanuel Macron parle exactement comme le Rassemblement national. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous entendez un type qui vous parle. Parce qu'on n'a pas l'enregistrement. Vous entendez un homme qui vous parle d'immigrationnisme. Voilà, vous entendez un homme qui vous parle de changement de sexe à la mairie. On dirait Matteo Salvini en Italie. Il avait les mêmes mots, Matteo Salvini, pour parler de cela, des trans. Il vous parle, vous avez Gérald Darmanin ce matin, qui vous parle de la gauche anti-France, ou anti-nationale. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau cette majorité en est arrivée pour tenter de sauver les meubles alors qu'il a lui-même appuyé sur le bouton nucléaire? Est-ce que vous comprenez bien que on ne peut... Les paroles d'Emmanuel Macron, je vais vous dire un truc très sévère, les paroles d'Emmanuel Macron dans cette période ne sont plus recevables. Elles ne sont plus recevables parce qu'elles participent de cette dissection à vif des nerfs des Français. On ne comprend
comprend rien à ce qu'il raconte. C'est-à-dire que vous avez, il vous explique ça, il va vous expliquer, mais surtout cet homme, on l'a élu. Moi, je fais partie des gens de gauche et je me suis pas bouché le nez. J'ai dit ok, c'est bon. 2017, 2022, rien n'est plus grave que le Rassemblement national. Cet homme emploie les mêmes mots que le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'il pense ? Je sais ce qu'il pense, Frédéric va me le dire, il va nous confirmer. Il y a 20% de son électorat qui veut voter Bardella. Il pense que dans ses filets, ou 15. Il pense que dans ses filets, il va ramener quoi ? Rien. Vous êtes d'accord, aussi sévère que Françoise, Émilie, quand le président cible le programme du nouveau Front populaire, explique qu'il est, je cite, totalement immigrationniste, quand il parle du changement de sexe à la mairie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais c'est pas la première fois qu'il utilise un peu les moyens de l'extrême Émilie, droite. je sais bien que c'est pas la première fois, mais dans la situation... Non, mais bien sûr que c'est choquant, évidemment que c'est choquant, mais c'est pas la première fois. Moi, ce qui m'avait énormément choqué, c'est d'être un président qui est élu en 2022 qui dit ce vote m'oblige parce que j'ai conscience qu'une partie a voté non pas pour moi, mais pour éviter de l'extrême droite, et qui quelques mois après fait la loi immigration qui est beaucoup plus dure, avec même un peu de préférence nationale, donc du côté du Rassemblement national, vraiment les pistes, le territoire du Rassemblement national, quelques mois après seulement. Donc on est dans la continuité. En effet, je pense que c'est une stratégie qui est vaine parce qu'il n'ira jamais aussi loin que le Rassemblement national. Donc ces électeurs dont vous parlez, Françoise, à mon avis, ils ne se tourneront pas vers lui. Mais moi, je pense que vis-à-vis de la gauche, on a senti la fébrilité dès sa conférence de presse de la semaine dernière, mardi dernier. C'était la première cible qu'il a visée, LFI, en parlant de cette gauche qui se met le bazar dans l'Assemblée nationale. Il a visé donc son adversaire principal parce que, a priori, en tout cas, la gauche qui s'unit. Oui, c'est la démonisation de la gauche, on a compris. Et ça montre la fébrilité qu'il voit parce que peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette union qui se fabriquait autour du, je vous l'accorde, le plus grand dénominateur commun de la gauche, Françoise. Ouais. Mais en tout cas, il voit bien que ce n'est plus lui le seul rempart à l'extrême droite comme il l'a organisé depuis plusieurs années. Et je trouve qu'en effet, on sent beaucoup d'agressivité, beaucoup de manières qui sont habituelles, qu'on avait vu un petit peu chez Emmanuel Macron, qu'on l'a un peu moins vu ces derniers temps. Et là, tout d'un coup, ça ressort parce que je pense qu'il y a un effet de panique et que voilà, on sent une fébrilité par rapport à ça. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il peut fustiger le programme immigrationniste, je cite, du Front populaire aujourd'hui à l'Île-de-Saint et demain à Bréa, fustiger le programme fasciste du Rassemblement national. Frédéric Dabi, est-ce que vous êtes d'accord avec Françoise quand elle dit qu'il va chasser l'électeur susceptible de basculer chez Bardella ? Oui, mais pas que, puisque dans notre sondage jour du vote, il faut fiducial, il y a 12 à 14% de son électorat présidentiel qui a choisi la liste Bardella. Alors, ça paraît peu, mais 12% quand même, ça fait beaucoup dans une logique d'extrapolation. Ça fait 3 points de plus pour Jordan Bardella. Je pense que la panique dont parle Émilie, c'est parce que Emmanuel Macron, comme la majorité, est dans une guerre sur 2 fronts. Vous connaissez la célèbre phrase du chancelier Bismarck, dans un match à 3, l'important c'est d'être aux 2 premières places. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que c'est compris. Et ça se marie bien avec cette guerre des 3 blocs. D'une part, il doit prononcer ces 2 types de messages pour rassembler un électorat qui va être contre le RN et un autre qui va être contre une gauche dominée, démonisée par la France insoumise. Et puis, la question qui se pose, c'est l'émetteur Macron. On l'a vu dans la campagne européenne. Je disais souvent qu'il était la solution, mais aussi le problème. La solution parce qu'il pouvait rassembler, mais le problème, c'est que dès qu'il rassemblait, ça fait venir aussi beaucoup d'électeurs contre lui. Et il n'y a qu'à voir la campagne. C'est Gabriel Attal qui l'amène. Et l'émetteur Attal est beaucoup moins abîmé, beaucoup moins démonétisé, beaucoup moins vilipendé qu'Emmanuel Macron, qui est, je dirais, le plus grand dénominateur commun, ou le plus petit, je ne sais plus quoi dire, à la mobilisation des votes à gauche et des votes au RN. À tel point que même les candidats de la majorité, pour la plupart, ont décidé de l'effacer de leurs affiches électorales. C'est pas nouveau, ça. Oui, voilà. C'est arrivé à beaucoup de présidents. Oui, mais alors là, à ce point-là, quand même... Oh non, souvenez-vous, Sarkozy, il y avait une détestation aussi. Souvenez-vous... Il y avait des fans. Ouais, il y avait des fans. Non, moi, je pense que ça, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout une indication. Je souscris à tout ce que dit Frédéric. Je pense que le plus important, c'est le moteur. Je le redis, et Frédéric n'a peut-être pas la solution pour le moment. Est-ce que les Français font du RN leur outil de changement ou pas? Mon sentiment, quand je vois les premières études de Frédéric, c'est que la réponse est non. Eh bien, merci pour ces explications. Justement, on va en parler du moteur, du changement. Est-ce que c'est le Rassemblement national et sa dynamique? On se retrouve très vite après une petite pause. À tout de suite, les amis. Ça reste entre nous. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J.
Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Santa Batalea, alea, alea. כל העולם יודע שאני מטלע. Radio J. משחור, רוח בשיער שונף את הנוף. חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, Frédéric Dabi, Émilie Zapalski. Maintenant, on va s'intéresser à l'extrême droite et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le RN, comme aux européennes, reste en dynamique, devance largement les autres listes. Frédéric Dabi, vous avez expliqué un petit peu les fondements du vote RN, et notamment la dimension sociale. Est-ce que, par rapport à la métaphore du tremblement de terre que vous utilisiez tout à l'heure, est-ce que la réplique du vote RN peut être de basse, moyenne ou haute intensité? C'est la vraie question qui se pose. Les premières enquêtes d'intention vote, mais puisque ça reste entre nous, ces enquêtes sont relativement fragiles parce qu'elles étaient faites sur étiquette partisane avant le dépôt des candidatures. Vous savez que le RN n'est pas présent dans toutes les circonscriptions. Il a laissé 70, je crois 72 circonscriptions aux candidats proches d'Éric Ciotti, LR, Canal Ciotti, si je puis dire. Donc, on verra ce qui sortira. Ça sera en principe demain ou après-demain des premières mesures où vraiment on sera circonscription par circonscription sur offre réelle. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, et on va quitter les motivations et parler un peu sociologie électorale, à quel point le RN n'a plus rien à voir avec le RN, même d'il y a, j'ai envie de dire, 5 ans. Il a une structure de parti de gouvernement. Un parti attrape-tout, c'est ce que vous m'aviez expliqué il y a quelques années, qu'il était en train de devenir au vu de certains de vos sondages. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections européennes? Il y a eu 3 couches. Première couche, le dépassement du jean-marisme. Le RN, c'est plus seulement des scores très forts chez les jeunes, dans les catégories populaires, chez les personnes sans diplôme ou d'origine modeste. Deuxièmement, la France du travail. Vous pouvez perdre une élection présidentielle en ayant l'électorat âgé avec vous. Giscard, 81, Chirac 88 et Sarkozy 2012, vous ne pouvez pas gagner sur la France du travail. Un chiffre pour nos auditeurs, 41% des salariés du secteur privé ont voté pour Jordan Bardella. Et troisième couche qui est la plus historique, la fin des terres inconnues, la fin des citadelles inatteignables, puisque... La Bretagne, par exemple. La Bretagne, et sociologiquement, tenez-vous bien David, dimanche dernier, il y a 10 jours, le 9 juin, le RN est arrivé en tête chez les retraités. Ça n'était jamais arrivé. Marine Le Pen constituait une digue infranchissable jusqu'ici. On en parlait ensemble. D'ailleurs, le RN, Marine Le Pen en 2017 fait, je crois, 11 au premier tour chez les retraités. Donc, on voit très bien cette structure attrape-tout. Ça veut dire qu'aussi, il y a une sorte de dynamique d'adhésion, un vote de confirmation des électeurs RN aux élections européennes vers les législatives. Mais, il y a un mais, on est sur des législatives, on voit bien beaucoup d'électeurs RN dans telle ou telle circonscription qui iront vers Michel Herbillon, élu dans le Val-de-Marne depuis 1988, qui iront chez un candidat, même un candidat de gauche qu'ils aiment bien, qui est député depuis très longtemps. Voilà, il y a ces éléments d'atténuation. Il y aura une prime à la notoriété et au score. Sachant que Françoise Le Sel, elle a connu 93, quand il y a une vague, la vague emporte tout. On ne peut pas, 53, c'est le record à battre. Il restait 53 députés ou 57. 57 PSPC. Hein. Donc sur la dynamique Bardella, Françoise? Alors, moi, je suis, j'entends tout à fait ce que dit Frédéric, je suis absolument d'accord. La réalité, c'est qu'il faut quand même bien remettre les choses à leur place. Ce pays ne se donne pas au Rassemblement national. Il ne se donne pas corps et âme au Rassemblement national. Tout ça, globalement, au poids mouillé, ça fait 35%. Je mets sur les législatives, hein, ok, Marion Maréchal, 40, d'accord. Ça veut dire qu'il y a un bloc dans ce pays, peut-être qui est fracturé, de 60% de gens qui ne veulent pas du Rassemblement national. Et cette dernière marche, je sais très bien que le plafond redescend, mais en tout cas, cette dernière marche, il y a un surmoi dans ce pays qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on empêche le Rassemblement national de franchir cette marche. Et moi, mon sentiment quand même, de ce que je vois des enquêtes probablement de Frédéric et des autres, mais je regarde essentiellement IFOP, eh bien, ce que je réalise, c'est que se lève cette vague que moi j'appelle la vague brune, parce que je n'ai pas d'autre mot, je ne fais pas partie de ces gens qui euphémisent le Rassemblement national et qui rentrent dans cette logique des nouveaux abus du RN.
RN, pas du tout. Pour moi, c'est encore et toujours un parti d'extrême droite, même s'il a caché les oripeaux dans l'arrière-boutique. Ce qu'il prône va toujours dans la convergence de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire l'immigration, l'étranger, etc. Je ferme la parenthèse pour dire qu'il y a un bloc qui se lève. Alors, c'est une polarisation très forte, mais face à cette vague brune, eh bien, se lève une autre vague, des gens qui disent non. Donc, en ce sens, je suis assez rassuré sur les résultats à venir. Mon sentiment est quand même qu'on ne voit pas encore cette vague-là tout emporter. On ne la voit pas. Il y a une digue qui s'appelle Nouveau Front Populaire, que ça plaise à Emmanuel Macron, que ça lui plaise pas. Là, je suis pas en campagne pour vous dire votez Front Populaire, mais la réalité politique, c'est que il y a quasiment un effacement de la photo. Voilà, vous avez le RN qui se dresse, vous avez plus le RN monte ou stagne, vous avez Front Populaire, je parle sous contrôle de Frédéric, ils ont gagné 4 points en une semaine. Ouais. Ils montent comme ça, 3, et vous avez scotché au sol. Là. Dernier point, comment dirais-je, des louanges à Frédéric Dabi, aux sondeurs sérieux, je le dis tout de suite. Nous sommes dans une période cruciale historique. Le principe des moments de l'histoire, c'est que quand on les vit, on ne sait pas que c'est l'histoire, on s'en rend compte après. Les sondeurs, ils ont une responsabilité majeure. Je vois des conneries passer, pardonnez-moi, je parle mal depuis lundi, des trucs, des projections sans queue ni tête, que ce soit d'ailleurs en faveur de la gauche, vous voyez 280 sièges, ou en faveur de la droite. Il faut être sérieux. Les sondages sont un élément clé qui vont avoir aussi un rôle à jouer dans la prise de décision pour les gens qui sont déchirés. C'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel et je remercie Frédéric Dabi parce que je sais à quel point il freine des cas de fer avant de sortir, malgré la pression, des mesures qui seront finalement le maître étalon de tous et Opinion Web. J'allais dire Jean Barre et j'allais dire également Brice Teinturier. C'est les trois et vraiment ça me touche profondément parce que je n'ai jamais vu un tel moment de prise de conscience aussi des sondeurs. Et on est très content d'avoir Frédéric Dabi qui est un ami et un habitué de Ça reste entre nous. Et on le dit, vous avez tout à fait raison. On va écouter Jordan Bardella parce qu'hier il a été sur France 2 chez nos confrères de France 2 et il a déjà posé ses conditions par rapport à la marche que vous évoquiez. Est-ce que c'est la dernière marche qui est susceptible? Eh bien, on va en parler. Pour aller à Matignon, il veut une majorité absolue ou rien. On l'écoute. Madame, je ne fais pas de politique fiction, mais je dis aux Français, si vous voulez que j'agisse, il me faut une majorité absolue. Et sinon, c'est ça le sujet, la question que pose cette déclaration. Je vais vous dire, en toute honnêteté, je ne fais pas de la politique pour ma gloriole personnelle. Si demain je suis en capacité d'être nommé à Matignon et que je n'ai pas de majorité absolue parce que les Français ne m'ont pas donné de majorité absolue, eh bien, je refuserai d'être nommé. Je veux le pouvoir pour agir. Mais il se passera quoi? Je ne suis pas éditorialiste politique. C'est vous qui faites des projections. Moi, je veux agir et je veux gouverner. Et pour gouverner, je dis aux Français, j'ai besoin que vous fassiez le choix de l'alternance. Alors, Émilie Zapalski, vous n'êtes pas candidate au poste de Premier ministre, mais vous êtes éditorialiste politique. Qu'est-ce qu'il cherche, Jordan Bardella? Il veut mobiliser, tout simplement? Oui, moi je trouve que c'est intéressant ce qui se passe là, en ce moment, côté RN, parce qu'on a eu ce fort élan, cette dynamique au moment des élections européennes, avec cette idée de placer Bardella en Premier ministre. Et on sent quand même une espèce de fébrilité. En effet, comme vous le dites, premier objectif, motiver les troupes pour que tout le monde aille voter, enfin, que la majorité, qu'ils puissent avoir la majorité absolue et pouvoir gouverner pour ne pas tomber dans un piège que lui aurait dressé Emmanuel Macron, d'arriver au pouvoir, mais de ne pas avoir les mains libres et donc de décevoir, de risquer de décevoir. On a aussi un autre phénomène, au-delà même de dire je ne serai pas Premier ministre si j'ai pas la majorité absolue, il commence à reculer sur pas mal de mesures, sur la réforme des retraites qui sera repoussée, tout est en second temps, hein, sur le voile, sur l'impôt, enlever les impôts pour les jeunes. On voit comme ça qui commence à donner d'autres mesures, à repousser ces mesures. Alors on comprend le phénomène, c'est pour être plus crédible sur la partie financière notamment, mais quelque part ça peut laisser un petit peu déçus certains des électeurs aux élections européennes en se disant bah c'est gentil mais voilà, si tout passe au second plan, pourquoi on irait voter Rassemblement national? Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une fébrilité dans la concrétisation du pouvoir. On arrive aux portes du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça m'a fait penser à Jean-Marie Le Pen au second tour, quoi. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce qu'on est vraiment crédible?
Ou alors, autre possibilité, c'est un peu se transformer comme l'exemple italien, on en a parlé tout à l'heure, de Giorgia Meloni, c'est-à-dire une Giorgia Meloni qui, sur son programme avant élection, était très offensive, très extrême droite, très populiste, et qui, une fois élue, a été beaucoup plus dans une droite dure, mais à accueillir des migrants et à respecter l'Europe. Ce qui est étonnant, c'est que Jordan Bardella le fait avant même les élections, comme s'il y avait un piétinement juste avant d'arriver aux élections et de se dire est-ce que je suis crédible, est-ce que je peux, est-ce que j'aurai la majorité, est-ce que je vais pouvoir ne pas décevoir en étant au pouvoir comme Macron avait peut-être imaginé aussi. Alors Frédéric Dabi, justement sur ces deux éléments, à la fois sur le fait d'exiger une majorité absolue, ça ressemble un petit peu à un petit caprice politique, et deux, sur le fait de mettre de l'eau dans son vin programmatique, on va en parler dans le détail tout à l'heure, et quel effet ça peut avoir Et peut-être le troisième point qu'Émilie évoque, une forme de fébrilité. Alors elle est possible, on ne sonde pas les consciences, c'est quand même pas le Jean-Marie Le Pen du 21 avril, l'œil extrêmement inquiet, fêtant à peine sa victoire, tellement il était sidéré par son accession au second tour le 21 avril. Là, clairement, on voit que le RN veut le pouvoir, se prépare au pouvoir. Il se prépare peut-être mal, peut-être pas assez, mais il se prépare à exercer. Et pour les Français, c'est ce qui explique aussi la dramatisation de la campagne, la peur et l'inquiétude sur le terrain. Beaucoup de Français ont intériorisé, en positif comme en négatif, que le RN va peut-être gouverner le pays à court ou moyen terme. Alors, sur le souhaiter une majorité absolue, là, c'est peut-être une erreur, ça ne parle pas véritablement, on en parlait avec Françoise, ça ne parle pas véritablement aux Français. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir d'une campagne législative où certains s'autoproclament Premier ministre, c'est beaucoup plus implicite. On avait compris en 97 que Jospin, qui menait la campagne, allait être Premier ministre en cas de victoire de la gauche, que c'était Juppé puis Seguin pour la droite. Là, c'est dit de manière très très explicite et peut-être un petit handicap pour la gauche. Si le RN gagne, c'est Bardella. Si la majorité a fait un sursaut énorme, je n'y crois pas, mais rien n'est impossible dans la période actuelle. Gabriel Attal sera reconduit. Qui à gauche? On voit très bien. On va en parler tout à l'heure. Voilà, qui à gauche. Maintenant, sur le fait que le RN met de l'eau dans son vin, alors j'ai vu l'interview hier, il n'a pas supprimé des mesures. Il a dit on attend 2027, je veux un vote du Parlement. Enfin, on sent temporisé quand même. Il temporise, mais est-ce que ce n'est pas pour installer le RN, c'est une hypothèse que je fais, dans une posture, alors je vais faire hurler tout le monde et les gens de gauche, de force tranquille, de tranquillité. Quelle est l'image que donnent les principaux acteurs? Emmanuel Macron, le côté insaisissable et le rejet chez beaucoup de personnes. Jean-Luc Mélenchon, qui ne résume pas le nouveau Front Populaire, donc, mais il ne faut pas le prendre. Non, le bruit, la fureur, etc. LR, une forme de pétaudière. Éric Ciotti a tranché le nœud gordien. Il a fait un acte politique. Je ne suis pas là pour le jouer, mais au moins il a pris son risque. Face à ça, le RN veut, et d'ailleurs il ne parle plus de rupture, on parle de transition, le mot tranquillité, d'ordre, etc. N'est-ce pas ces reculs sur l'offre programmatique, alors qui peuvent être des éléments de faiblesse par rapport auxquels les adversaires peuvent attaquer sur le mode « ils sont pas prêts, ils feront jamais ce qu'ils ont dit ». Est-ce que c'est un si mauvais choix par rapport à essayer d'incarner, ce n'est qu'une hypothèse, un pôle de stabilité? Parler du RNFN et de stabilité, ça surprend. Françoise Degois, sur la majorité absolue exigée, sur l'adoucissement, on va dire, ou la temporisation programmatique, pour vous, erreur ou bon coup? Et erreur, bien sûr, et je trouve que nos copains, vraiment, les miens en tout cas, du nouveau Front Populaire, vraiment sont pas futés, parce qu'il faudrait les fracasser sur le renoncement national, tu vois. Je pense que vraiment, ce n'est pas le RN, c'est le renoncement national. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit, je crois. Ah, ça, je sais pas s'il l'a dit, en tout cas, moi, je pense que, véritablement, j'entends ce que dit Frédéric, je veux bien qu'il y ait ce genre de calcul. La réalité aussi, quand vous demandez, comprenez bien, d'abord, demander une majorité absolue, ça se fait dans l'entre-deux tours. Quand vous avez déjà la situation du premier tour et que vous êtes, par exemple, à 250, il vous en manque 39, et là, on y va, et on enroule, et roule les tambours, etc. Envoyer ce message, il est quasiment induit que s'ils font ça, la réalité, c'est qu'ils savent qu'ils l'auront pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous preniez le départ d'un 100 mètres et vous courez dans votre couloir et là, d'un seul coup, vous vous arrêtez, vous temporisez pour regarder par-dessus votre épaule alors qu'il faut fixer uniquement la ligne d'arrivée. Vous savez, c'est ce que... Je vais faire une petite
Une petite parenthèse, c'est ce que disait Jesse Owens. Jesse Owens, quand il court dans le stade à Berlin sous les yeux de haine d'Hitler et de toute la fleur de du national-socialisme, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et Jesse Owens dit, je n'ai rien ressenti, j'ai couru dans mon couloir, je ne voyais que la ligne d'arrivée. Voilà, ça c'est magnifique, c'est une vraie leçon de politique, et je trouve que c'est vraiment petit bras. La vérité, c'est que les Français sont pas des idiots, vous pouvez les tourner dans tous les sens. Je comprends ce que dit Frédéric, et j'entends. Il y a aussi le bon sens. Le bon sens qui vous fait dire, à un moment donné, attendez, il a 28 ans, ok. Est-ce que quelqu'un, aussi doué soit-il, est-il prêt à gouverner un pays dans cet état-là, à 28 ans, sans aucune expérience du pouvoir avant? La réalité, c'est non. Et c'est là que je redis, est-ce que le RN est un outil de changement, auquel cas on s'en fout, il pourrait même avoir 16 ans, on le met à Matignon, parce qu'on s'en tape, c'est lui qu'on veut. C'est ça. Soit, c'est ce que je crois moi, petit à petit se dégrade l'image du Premier ministre. Et c'est à ce titre-là que je dis que cette phrase est une faute pour lui. Et je veux bien, je ne le trouve pas du tout assuré. À qui s'est regardé, on voit les failles de Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a payé trop cher aussi, l'accord avec Ciotti. Il était très en colère la semaine dernière quand ils ont déjeuné ensemble. Il lui a dit, bon ça, je sais pas si c'est dans le Canard un jour. En tout cas, moi, ça reste pas entre nous, je vous le dis. Il lui a dit, tu m'as filé que des pipes. Tu vois, il a payé. Parce qu'il ne lui a apporté, Eric Ciotti, il a payé très cher. C'est comme si vous jouez au poker, si vous voulez, vous mettez 1 million d'euros sur la table pour voir et rien du tout, t'as une paire de 2. Ou la pire main au poker, un 7 et un 2. Alors là, tu dis, oh là là, quel enfer, je peux rien gagner. Donc, résultat des courses, moi je pense que c'est un aveu presque inconscient, probablement, de faiblesse. C'est une faute politique, et ça, peut-être qu'on le voit pas tout de suite, mais ça se retrouve à la fin de la campagne. Émilie Zapalski, est-ce qu'on peut pas faire l'hypothèse que Jordan Bardella, il fait aussi de la réelle politique, il sait que s'il a une majorité relative, contrairement à Macron, contrairement à Gabriel Attal, à Elisabeth Borne, qui avait réussi en tirant des bords, en bidouillant un coup sur la droite, un coup sur la gauche, à faire passer des projets de loi, il sait très bien que lui, avec le Rassemblement national et une majorité relative, ce sera impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec Françoise sur son analyse de l'erreur politique, de la faute politique ? Ah oui, moi je pense que c'est une erreur, c'est une faute politique, et je suis assez d'accord sur le fait que ça soit presque inconscient, c'est-à-dire on s'approche du but, et voilà, il y a un peu la peur qui commence à arriver, et aussi l'idée que, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de le fantasme du parti du parti Rassemblement National qui va régler tous les problèmes, qui a très bien parlé à une partie des Français pendant les élections européennes sur la notion pouvoir d'achat, comme on le disait. Et là, tout d'un coup, il faut être dans le concret, il faut être dans le détail, il faut être précis, il faut assurer un budget. Et là, on sent que ça piétine de ce côté-là. Et en effet, s'il n'a pas de majorité absolue, très difficile de créer des alliances, très difficile de se trouver des alliés. Donc ça va être compliqué de ce côté-là. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quand même cette idée de fantasme à dépasser. On l'a vu pour l'élection présidentielle 2022 avec Éric Zemmour, qui a beaucoup fait fantasmer sur le grand remplacement, qui était suivi, qui quand il n'était pas candidat et qu'il avait encore ce fantasme, était suivi. Quand il est rentré dans les mesures économiques et sociales, vraiment dans le détail, ça a été la catastrophe absolue, avec la descente aux enfers pour côté sondage, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de on est proche des portes du pouvoir, mais on ne peut pas y aller. Après, là où je suis d'accord avec Frédéric Dabi sur le côté force tranquille, c'est aussi pour gouverner. Est-ce qu'il ne faut pas rogner au-delà de tout le packaging nouveau qu'ils ont fait sur le Rassemblement national pour ne plus être connoté extrême droite, ce qui n'est pas vrai parce qu'au fond, ils le sont toujours. Est-ce que là, c'est pas encore rogner sur leurs mesures pour pouvoir être un parti de gouvernement, totalement crédible et rejoindre, je vous dis, dans ce registre-là, Giorgia Meloni, qui, une fois installée, n'a pas du tout la politique qu'elle avait. Il y a une espèce de transformation encore ultime du Rassemblement national. Et au bout du bout, ça ressemble à quoi? S'ils vont au pouvoir pour ne rien faire, et ils l'annoncent avant même d'avoir gagné, moi je trouve qu'il y a quand même, je maintiens qu'il y a une espèce de fébrilité à saisir le pouvoir et à l'assumer totalement. Je pense que pour aller plus loin, c'est très bien ce qu'a dit Émilie, je crois qu'il y a des gens vraiment qui pensent que dans l'arrivée du Rassemblement national à Matignon, il va y avoir des chèques qui vont être distribués. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va y avoir du gain immédiat de pouvoir d'achat. Et il y a une part très forte aussi de gens qui sont dans la galère et qui se disent, eux, ils sont sociaux, etc. Donc, d'ailleurs, très intéressant, la réduction de la TVA de 20 à 5% sur les énergies. Non, sur les énergies, c'est pas reporté. Il a dit qu'il le ferait tout de suite. Sur les
Ça c'est reporté. Ça s'adresse évidemment à l'électorat, en gros incarné par les gilets jaunes, la France périphérique qui galère pour faire son plein pour aller bosser. Les gens pensent vraiment qu'il va y avoir un chèque. Je vous assure que quand vous êtes dans la galère, eh bien vous vous dites, on l'a tous été à un moment donné, il y a peut-être un chèque à la fin. Ça c'est le premier point, c'est un élément déceptif si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, ensuite petite erreur sur Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, elle a un marionnettiste, elle a un souffleur dans l'oreille. Ce souffleur s'appelle Mario Draghi. Pour des raisons personnelles, Mario Draghi apprécie énormément Giorgia Meloni et son parcours, et Mario Draghi lui dicte qui n'est pas du tout Alliance Nationale. Mais bien sûr, Mario Draghi, c'est whatever it takes, c'est évidemment la démocratie chrétienne italienne ou ce qu'il en reste. Mario Draghi, évidemment, pilote Giorgia Meloni pour avoir l'Europe, mais Giorgia Meloni continue à envoyer des messages tous les jours à sa base néofasciste sur les questions sociétales et notamment sur l'IVG. Frédéric Dabi, non, mais je voulais juste rectifier. Elle vient en œuvre de ces mesures-là. Non, ça n'a rien à voir, Giorgia Meloni. Il faut passer à la suite. Pour conclure cette partie, Frédéric Dabi, la vraie question de cette campagne, est-ce que, par rapport aux propos de Bardella, est-ce que le RN peut aller obtenir cette majorité absolue ? Je n'ai pas la réponse. Merci, à bientôt. C'est votre question. Je plaisante. Françoise l'a dit, et la palissade. C'est une élection à 2 tours. La gauche a fait un très bon premier tour en 2022. Elle est arrivée en tête. On oublie à quelques dixièmes près. Ça n'a pas été confirmé au second tour. Traditionnellement, quand on est en pole position au premier tour, le scrutin majoritaire, l'effet majoritaire écrase tout. 81 pour la gauche, 93 pour la droite, ou 97, 97, etc. Bien sûr. Ou là, on a quand même des choses qui sont atténuatrices. Que va-t-il se passer en termes de configuration ? N'oublions pas, les législatives, c'est le seul scrutin où la participation a un impact concret, direct, sur le second tour. Plus ça vote, plus le ticket d'entrée au second tour sera bas, et plus la triangulaire sera la combinaison la plus fréquente. On peut en avoir combien, Fred, par exemple ? Peut-être 200, peut-être 250, c'est tout à fait possible. Ce qui serait énorme. Mais les amis, si nous avons 66% de participation, le taux d'entrée pour le second tour, c'est 16,75% en pourcentage. Avec ces 3 blocs, on peut imaginer, même si les 3 blocs ne sont pas homogènes selon les territoires, loin de là, ça aussi c'est une vraie rupture par rapport au passé, on peut imaginer de nombreuses triangulaires. Maintenant, pour le RN, et y aura-t-il un tout sauf RN au second tour qui va atténuer leur très bon premier tour, ou bien, peut-être, est-ce que une partie de l'électorat macroniste de droite va voter massivement pour le RN contre une gauche résumée à la France insoumise. Eh bien, nous allons continuer de décrypter ce saut à l'élastique, sans élastique, mais dans l'inconnu, du côté gauche. On se quitte quelques instants et se retrouve à tout de suite. Ça reste entre nous. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Radio J. Radio J. Oh, I wanna dance it for me, baby, I'm scared. Take it, mama, mama. Take it, mama, mama. Radio J. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, Frédéric Dabi, Émilie Zapalski. Alors après la Macronie, après le Rassemblement National, on va se pencher sur le cas de la gauche unie, du moins en apparence. Là encore, Frédéric Dabi, éclairez-nous pour commencer. Est-ce qu'il y a une dynamique de ce côté-là de l'échiquier et comment l'analysez-vous ? Oui, il y a une dynamique, je le répète, sur les sondages faits sur étiquette. On aura la vérité des prix demain ou après-demain avec les enquêtes IFOP fiduciales sur offre réelle. Mais très clairement, un peu comme en 2022, la gauche unie, mais elle s'était unie plus facilement. Il y avait eu la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, l'incarnation Élisez-moi Premier ministre qui avait donné des bons résultats. Mais la gauche progresse, elle est passée en début de semaine de 25 à 28%. L'écart avec le RN qui était de 10 points n'est plus que de 5 points. Clairement, et ça a été très bien dit, il y a des différences énormes entre les différentes offres de gauche. On a vu cette campagne où Raphaël Glucksmann a pris quand même beaucoup d'attaques, y compris Manon Aubry par rapport à la question palestinienne et Rima Hassan, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. On a eu une gauche extrêmement fracturée. On a toujours un Jean-Luc Mélenchon réprouvé. On a toujours un peuple de gauche
en décalage total avec beaucoup de propositions de la gauche. On ne trouvera jamais une majorité de sympathisants de gauche pour dire que la police tue, qu'il y a un racisme d'État, que la Baïa c'est très bien, que le Hamas est un mouvement de résistance, etc. Mais il y a eu un carburant, ce plus grand dénominateur commun, c'est la crainte de voir le RN, fasciste ou pas, le RN, un parti d'extrême droite, arriver au pouvoir. Ça a cimenté tout le monde, de François Hollande à Philippe Poutou, de Jean-Luc Mélenchon aux écologistes. Et c'est vrai que ce bloc de gauche a, entre guillemets, de la gueule, dans le sens où il limite les candidatures dissidentes. En 2022, les divers gauches ont fait 5 à 6%. Dans nos enquêtes, ils sont à peine à 2 ou 3, il y en a beaucoup moins. Parce qu'il y a cette idée de la patrie est en danger, si je puis dire, la mobilisation. Maintenant, une élection législative, c'est à 2 tours. Et 2022, le bon premier tour de la gauche n'avait pas été vraiment confirmé au second tour. Là, je pense la répulsion d'une partie des Français du centre, de droite extrême et même de gauche pour la France insoumise fait que les seconds tours seront sans doute très difficiles pour une partie des candidats de gauche. Françoise de Gois, vous connaissez parfaitement bien la gauche, vous l'avez suivi pendant des années, côtoyé. Et j'y travaille, vous travaillez. Après des mois de déchirement et de confrontation violente, parfois, comme l'a rappelé Frédéric à l'occasion des Européennes, elle a quand même réussi à s'unir. Avec un accord sur les circonscriptions, mais aussi sur le programme, compte tenu des énormes divergences que soulevait Frédéric. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ? Oui, au début, et puis non, parce que j'ai vu très rapidement que chacun à l'intérieur des négociations avait décidé de faire des pas. Vous connaissez ma capacité à être très en colère contre LFI depuis le 7 octobre. Je dois dire quand même que dans cette négociation, y compris la France insoumise, ils n'ont pas pratiqué la stratégie habituelle de Jean-Luc Mélenchon. Je te tords le bras jusqu'à ce que tu cries, et même si tu cries, je te tords le bras. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que les 14% de Raphaël Glucksmann sont passés par là, et puis parce que tout le monde a décidé de faire des efforts. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a parfaitement conscience, ça doit être assez difficile pour son ego, mais il a parfaitement conscience qu'il est un repoussoir. Et d'ailleurs, vous avez vu que son petit cinéma sur Premier ministre, il est tombé dans aucun piège. Il est surtout pas tombé dans le piège du débat qui était organisé supposément entre Gabriel Attal, Laurent Bardella, etc. Il essaie de se sortir de cela. L'arrivée de François Hollande, pour moi, a une vertu, même si elle est décriée par une partie de la gauche, mais ça c'est le charme de la gauche. David, vous la connaissez aussi bien que moi, comme Frédéric. Elle n'a jamais marché au son du tambour, elle est plurielle. Mais c'est vrai que en 1935, on fraternise. Comment est-ce qu'il y avait Léon Blum et Maurice Thorez dans les cortèges? Ok, mais Thorez fait comme Mélenchon, il se met quand même derrière. Et dans les cortèges, vous avez des gens qui 2 jours avant traitaient Léon Blum des pires insultes racistes et antisémites qui soient. Et pourtant, au nom de la patrie en danger, cette gauche, elle est capable de ça. C'est l'histoire de la gauche. Je pense que François Hollande qui revient dans le jeu, il n'était pas obligé, François Hollande. François Hollande, vous avez une théorie, Françoise. Ça reste entre nous, mais exposez-la aux auditeurs. Qui revient dans le jeu, il a cette vertu, mais peut-être que Frédéric me trouve trop naïf. Moi, je sens que depuis qu'il y a François Hollande, ça démélenchonise, si vous voulez, le Front populaire. C'est l'homme politique le plus populaire à gauche. Voilà. Et derrière, il y a Ségolène Royal. J'attends qu'elle se prononce, il est temps. D'ailleurs, Ségolène, si tu m'entends, ça serait bien que tu dises un petit mot pour... C'est vrai qu'elle a complètement disparu, Ségolène Royal. Elle n'est pas disparue. Elle est toujours très haut dans le... Mais elle n'a pas disparu. Elle attend, je pense. En tout cas, quoi qu'il advienne, et François Hollande, regardez, il arrive. C'est le petit percueil. OK ? Il n'existe pas de problème qu'on ne puisse résoudre par une absence de solution. C'est François Hollande, le François... Henri Queuille, ancien président du Conseil, multiministre sous la 4e République. C'est François Hollande, je pense qu'il n'y a pas une situation qui lui conviendrait plus que ce que nous sommes en train de vivre. Imaginez, je fais un scénar, mais voilà. Imaginez 250 ou 230 députés Rassemblement National. Oh, majorité relativement relative. Paf! Vous avez un bloc de gauche à 190. Vous avez des renaissances à 100, ou un peu en dessous, à 80. Frédéric, il fait un... Non, si, ça se tient. Maintenant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le groupe Renaissance va être divisé. Non, mais partons sur cette hypothèse. La vie politique est faite, si vous voulez, de scénarios, et parfois on les prévoit pas, mais parfois ils tombent juste. Imaginez Emmanuel Macron coincé. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron? Il dit OK, le Rassemblement National ne voulait pas de Matignon, Berck, Cacaboudin, vous l'avez déjà dit, OK. Alors, le bloc qui va du Parti communiste à Renaissance, avec éventuellement des républicains raisonnables pour passer des projets de loi, désignez-moi un candidat.
Alors c'est qui? Ça peut être qui ce candidat? Donc ça peut être qui, Françoise de Goire? Ça peut être François Hollande, parce que la stratégie de François Hollande, je l'aime beaucoup, vous le savez très bien, j'ai beaucoup travaillé avec lui quand il était président de la République. Frédéric le connaît par cœur, toi aussi, David Rodal. François Hollande. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, absolument. François Hollande a toujours fonctionné en étant l'homme le plus riche du cimetière. Je rappelle également que c'est lui le fossoyeur, il creuse aussi les tombes. L'organisateur, la désorganisation. Il organise les enterrements, les funérailles, et il termine toujours l'homme le plus riche du cimetière. Et on est dans une situation pour lui parfaite. Frédéric, et après on donnera la parole à Émilie. Le scénario de Françoise n'est pas si fou et pas si inédit que ça. Il y a 40 ans. Curieusement. Il y a 40 ans, un ancien président de la République, Giscard d'Estaing, s'était fait élire à la faveur d'une partielle député du Puy-de-Dôme. Il est réélu en 86 et on sait maintenant, je pense au livre de François-Olivier Gisbert qui s'appelle Chirac ou celui qui s'appelle Le Président, que François Mitterrand, un moment avant de se dire allez, il faut nommer le représentant du groupe le plus nombreux, Jacques Chirac, il pense à Giscard d'Estaing parce qu'il l'admirait intellectuellement. Donc est-ce que vous pensez le plus petit dynamitaire commun à droite, mais vous êtes pour emmerder les RPR et pour aider les UDF. Non, mais ça se tient, mais bon, c'est pas le même contexte. Non, c'est pas le même contexte, bien mais sûr. Ça se tient tellement bien parce que c'est un jouteur, François Hollande, et vous en voyez quand même. Vous savez très bien que lui, dans une situation de quatrième comme on peut la vivre éventuellement le 7 juillet, il n'y a pas une personne qui nage mieux que lui Alors, dans ce genre de truc. On va mettre votre scénario, Françoise, à l'épreuve. Chacun son scénario. On va mettre votre scénario de politique fiction, mais pas tant fictionnel que ça, à l'épreuve d'Émilie. Qu'est-ce que vous en pensez? Hollande à Matignon, le 8 juillet. François Billet Sport. Non, culture, s'il vous plaît. Ça serait quand même assez incroyable, mais en tout cas, ça voudrait dire quand même que le pari d'Emmanuel Macron, si personne n'a de la majorité, et s'il récupère des républicains, des partis républicains, c'est aussi le projet qu'il a, c'est-à-dire de faire cette espèce d'union. À la limite, peu importe, lui, il voulait le faire à droite. Si ça se fait un peu dérouter à gauche, moi, j'irai pas autant à gauche. Oui, il s'en fout. Vous avez raison, Émilie. Lui, ça ira. Voilà, il va s'arrêter. Là, c'est sur l'île de Bréa l'après-midi, là. Voilà, non, mais il s'arrêtera selon le bateau, mais plutôt à la gauche social-démocrate. Et ça voudrait dire que quelque part, son pari quand même est réussi. Et c'est pas exclu dans les hypothèses qu'il y a sur la table que ça soit tellement le bazar et qu'ils réussissent à refaire des alliances avec les partis dits républicains, parce que j'ai l'impression que ça veut plus rien dire, mais en tout cas, c'est dans son idée. Mais Émilie, avec une différence, Émilie, de t'interrompre. La réalité, c'est qu'il faut pas non plus mélanger cohabitation et remaniement. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun pari gagnant pour Emmanuel Macron à partir du moment où, de toute façon, le Premier ministre n'est plus le collaborateur du président. Le président est empêché. Tous les pouvoirs sont transférés à Matignon. Donc, il n'y a aucune victoire pour Emmanuel Macron d'être obligé d'appeler, alors a fortiori, l'ancien président de la République. Je pense que c'est la cerise sur le gâteau du scénar fou que nous vivons. Non, c'est pas du tout encore l'hypothèse, mais moi je parle de l'hypothèse de réunir un peu ce front républicain au niveau de l'Assemblée nationale. Et encore une fois, mais c'est Frédéric Dabi. Oui, mais il n'a pas de prise dessus, c'est fini. Non, mais voilà, si c'est tellement le bazar, ça peut être encore une autre solution beaucoup plus technique où en gros le président reprend la main en disant on peut pas gouverner, la France est ingouvernable, on n'est pas aussi exclu de cette hypothèse-là. L'article 16, vous voulez dire? Oui, c'est... alors ça... ce que Macron dit qu'il fait et dit qu'il ne fera pas, on a toutes les surprises possibles. Ouais, mais je voudrais revenir sur l'union de la gauche quand même, parce que moi j'ai été surprise et je trouve que c'est intéressant l'expression ça a de la gueule qu'a utilisé Frédéric Dabi, c'est la vitesse. C'est vrai que Macron leur a donné l'urgence de se réorganiser, de s'unir. J'ai été surprise par la vitesse. J'ai trouvé que Marine Tondelier des écologistes avait joué un rôle de cheville ouvrière dans cette union, de travailler un peu les détails, d'aller toujours au combat, très positif par rapport à d'autres qui peuvent être plus criards, et avec cette façon de en effet cacher Jean-Luc Mélenchon. Et à remarquer, comme vous l'avez dit Françoise, Jean-Luc Mélenchon, il a bien compris qu'il est repoussoir, ce qui n'est pas du tout le cas en miroir d'Emmanuel Macron, qui ne croit toujours pas qu'il est repoussoir, qui ne croit toujours pas au sondage. Donc ça a été intelligent, ça a été rapidement fait, et je trouve que pour l'instant, cette idée de continuer sur on veut battre le RN et c'est notre principale motivation sans rentrer trop dans les détails, c'est très bon. Est-ce que ça peut tenir dans l'entre-deux tours et avec en effet cette élection qui est très localisée, avec peut-être des candidats qui ne seront pas souhaités, y compris par la gauche? C'est là qu'il y a toute la question. Moi, je pense que
c'est le deuxième tour qui va être vraiment compliqué, plus compliqué peut-être pour cette union. Mais en tout cas, ça tient bon, ça a été rapide et ça a l'air de tenir. C'est quand même assez impressionnant. Alors, les amis, il y a quand même une question, c'est celle de l'incarnation. Alors, on a bien entendu le scénario de Françoise, on attendra de voir si ça Non, mais c'est drôle, écoutez, moi je ne justifie pas, c'est super. Bien sûr. On sait qu'au RN, c'est Jordan Bardella qui incarne le potentiel Premier ministre, Macronie toujours et encore Gabriel Attal. On se demande quand même qui pourrait représenter la figure de la gauche. C'est pas facile. Eh ben, le patron du PS, Olivier Faure, il a une proposition, il veut un vote, on l'écoute. C'était sur RMC. Je souhaite que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui formeront cette nouvelle majorité, qui puissent se retrouver au lendemain du 7 juillet et qui puissent ensemble désigner celui ou celle qui sera le mieux placé pour répondre à une situation qui sera une situation compliquée. Comment prendrez-vous la décision? Est-ce qu'il y aura un vote? Oui, moi je souhaite un vote. Vous souhaitez un vote? En avez-vous eu la garantie? Mais il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Moi, je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer. Alors, magnifique, Françoise, la gauche invente la primaire pendant les législatives. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop Olivier Faure. Vous parliez de Marine Tondelier. Olivier Faure, c'est un des acteurs principaux de cette négociation. On oublie toujours qu'Olivier Faure a été le principal collaborateur de François Hollande et qu'il en a dire qu'Abadjoint et qu'il en a vraiment, Parti socialiste. Il en a la pensée et il est très bon. Je veux dire, il a été excellent dans ces négociations. Il a tout à fait raison. Pourquoi il demande ça à Olivier Faure? Il est malin, rien n'est gratuit. Parce qu'il le fait en souriant alors que Mélenchon le fait en criant. Mais Olivier Faure, il fait le calcul. Il n'a pas tout à fait tort que peut-être mécaniquement le 7 juillet, le Parti socialiste va être la formation peut-être à 1 ou 2 députés la plus importante. Ça va jouer à touche-touche peut-être. Mais peut-être. Et de toute façon, personne ne veut, écoutez bien ce que je vous dis, ni de Jean-Luc Mélenchon, ni de François Ruffin. Il faut bien comprendre que 80% de rejet pour Mélenchon. Mais Ruffin, c'est pareil. Il n'est pas possible de nommer un Premier ministre LFI. C'est clair, c'est net et c'est précis, à moins d'être Néron et de devoir mettre le feu à Rome, mais je peux pas imaginer ça de Emmanuel Macron. Surtout en jouant de la lyre. Frédéric David. Ce que dit Françoise est confirmé par nos enquêtes, prenant celle du JDD, de mémoire, 82% des Français considèrent que Mélenchon serait un mauvais Premier ministre. Le plus important, c'est la gauche, 61% à gauche. C'est un peu mieux, il y a 10 points de plus pour Ruffin, mais commencer un bail à Matignon avec 3/4 de rejet, c'est quand même compliqué. C'est un vrai point de handicap pour la gauche de ne pas avoir d'incarnation naturelle pour Matignon. Ça peut changer les choses en termes, parce qu'on est sur une campagne qui est extrêmement nationalisée. Je vous ai donné mon scénario. De sa rapidité. Oui, on l'a entendu. Merci. C'est bon, Françoise. Merci les amis, à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout de la campagne folle qui s'est ouverte lundi sur les chapeaux de roue et qui va encore agiter notre pays pendant une vingtaine de jours. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. À mercredi prochain, 21h. D'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Surtout vous, Françoise. Tout ce qui est à Radio J. C'est incroyable. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous, c'est ça. Exactement. Excellente soirée les amis et à très bientôt. Radio J. J'ai décidé de